Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à Canal Algérie pour un nouveau numéro de Questions d'actu qui a choisi pour vous d'aborder la problématique du livre en Algérie. Alors un sujet aussi vaste que complexe, cela sans dire, sans parler bien sûr de son importance, je dirais même stratégique, d'autant plus qu'il s'agit d'un segment de l'économie du savoir. Il faut savoir justement que les activités liées au livre, comme l'édition, la production ou la distribution notamment, sont régies par un cadre légal. Il s'agit plus exactement de la loi numéro 1315 du 15 juillet 2015, un texte très commenté et qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors pour nous, ce soir, c'est l'occasion d'en parler, mais aussi de faire un bilan, je dirais, holistique sur les 3 premières années depuis son application ou sa publication au journal officiel. Et je reçois, ou j'ai le plaisir de recevoir, donc ce soir des professionnels du livre, de l'édition de manière générale. Il s'agit de Madame Asia Baz. Vous êtes éditrice et directrice des éditions de l'ANEP. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. À vos côtés, Monsieur Kalim Chir, éditeur. Vous êtes des éditions APIC. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation. Et également avec nous, Monsieur Benaman Hassan. Vous êtes à la fois éditeur donc à Dar al-Umma et également vous représentez le Centre national du livre. C'est l'organisme qui relève du ministère de la Culture et qui gère un peu tout ce qui est livre, tous les métiers du livre en Algérie. Merci d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup. Et je commence justement dans le... On va commencer d'abord par le vif du sujet, j'allais dire, Madame Asia Baz. Donc on parlait de cette loi, la 1315 du 15 juillet 2015, une loi, je disais tout à l'heure, très commentée, qui a fait couler beaucoup d'encre, quelques polémiques, notamment dans les milieux des éditeurs. Alors 3 ans sans passer, où en sommes-nous? Oui, il faudrait déjà se dire que c'est une loi qui est arrivée en 2015, très récente, malgré tout, entre 2015 à 2018. Il faut savoir que l'activité du livre était pratiquement, puisqu'elle était sans loi, donc chacun activé en fonction, entre guillemets, sans professionnalisme, on peut dire ça comme ça, on peut appeler ça comme ça, parce qu'il n'y avait pas de loi régie par rapport à ça. Et cette loi nous a permis justement d'avoir un repère et de pouvoir définir les activités de chacun, de donner une appellation pour chacun, parce que qui était éditeur, qui était libraire, qui était distributeur, et ainsi de suite. Chacun pouvait se donner l'appellation qu'il voulait. Cette loi a permis justement de définir les postes et les activités de chacun. Maintenant, effectivement, 3 ans plus tard, si on fait un bilan, moi je dirais que c'est assez tôt, mais on a attendu aussi des textes d'application qui ne sont pas forcément arrivés pour l'instant. On les attend parce que la loi, bon, elle est là, on la lit, et ensuite il faut aller plus loin. En tant que professionnel, moi je parlerai en tant... Juste un manque par rapport à cette loi, par rapport au parascolaire par exemple. Le parascolaire n'est pratiquement pas cité dans cette loi, alors que c'est un fragment important dans la société algérienne, société civile, par rapport aux parents d'élèves qui achètent plus le parascolaire que le scolaire, parce que le scolaire se passe d'enfants, entre enfants, entre élèves, et ainsi de suite. Le parascolaire, c'est un très très gros marché qui n'a pas été réglementé. Et que chaque maison d'édition, toutes les maisons d'édition en particulier, parce que c'est un créneau, et se sont retrouvées dans ce domaine-là, dans le parascolaire. Et on trouve beaucoup d'aberrations. Alors, bon, la loi 1315 dans la hiérarchie des normes, ce n'est pas une loi organique. Donc, je dirais, est-ce qu'il faut peut-être, ne faut-il pas réouvrir le débat et peut-être la changer s'il y a des carences? Je pense qu'une loi n'est pas figée.
qu'on peut y avoir une réflexion sur la loi, justement, elle est là. Et tant mieux, c'est un repère pour nous. Réfléchir sur cette loi, justement, apporter des correctifs, apporter des modifications, pourquoi pas. Et ça serait, ce qui serait beaucoup plus intéressant, ça serait aussi d'associer tous les professionnels, ceux qui activent depuis des années dans ce domaine-là. Donc faire appel à des libraires qui connaissent leur métier, voir où les carences peuvent se délimiter, on va dire, se montrer. 3 ans, c'est très peu, mais en même temps, quand on aura les textes d'application, à ce moment-là, justement, travailler avec tous ces professionnels et pouvoir donner de la consistance à cette loi. Alors, Karim Chir, je vous repose la même question. Est-ce qu'on peut faire aujourd'hui un bilan, ne serait-ce que préliminaire, peut-être le bilan, il ne peut pas venir des éditeurs. Le bilan doit venir des institutions. Non, mais est-ce que vous ressentez quelque chose qui a changé depuis l'application de cette loi? Il n'y a pas grand-chose qui a changé pour la simple raison que les textes d'application ne sont pas encore arrivés. C'est les textes d'application. Ce qui a changé dans le conscient de l'éditeur en général, je dis l'éditeur en général parce que le monde de l'édition c'est plusieurs secteurs, c'est qu'est-ce qu'on est. Si on est éditeur, c'est quoi un éditeur? C'est quoi une maison d'édition? Si on est libraire, c'est quoi une librairie? Si on est distributeur, c'est quoi la distribution? Etc. etc. Donc, le changement ne peut être que par les textes d'application. Et la difficulté d'établir ces textes d'application, je reviens un peu à ce que tu avais dit tout à l'heure, c'est que la loi a été réfléchie par des professionnels. Il y a eu des éditeurs, il y a eu plusieurs réunions avec le ministère de la Culture. Donc des éditeurs, des distributeurs, des libraires, des professionnels qui sont sur le terrain. Sauf que la difficulté, je pense, après l'élaboration de la loi, la réflexion sur la loi, c'est les connexions avec les autres ministères. Donc le ministère de l'Éducation nationale, par exemple, des Finances, des Affaires étrangères. Vous voulez dire qu'il y a une absence de synergie, une approche transversale? Vous voulez dire qu'il y a une absence de synergie entre les différents départements? Il y a une absence de réflexion commune sur certains textes, certains articles, par exemple. Et comme tu dis, qui peuvent être amendés, revus et recorrigés. C'est pas un problème. Les choses se sont compliquées avec le temps, parce qu'il y a eu la crise économique. Et donc, la loi des finances change chaque année par rapport au contexte financier du pays, etc., etc. Donc les choses se sont compliquées. C'est-à-dire, exemple, si par exemple dans la logique du ministère de l'Intérieur, où il devait avoir 1548 bibliothèques communales par exemple, aujourd'hui le contexte économique ne le permet pas. Exemple, la relation entre le ministère de la Culture et, par exemple, l'Éducation nationale. Parce que l'Éducation nationale reste le cœur de cette loi. Après, si je dois parler, par exemple, du prix unique, on en parlait tout à l'heure. Comment faire pour que le livre à Alger coûte, un livre qui coûte 500 dinars, coûterait aussi 500 dinars à Tamarasset? Sachant que Tamarasset, c'est presque 2000 km à parcourir. 2000 km. Quel secteur d'État peut intervenir pour que le livre à Alger 500 dinars, à Tamarasset 500 dinars? C'est une problématique. En dehors de beaucoup de points sur lesquels on peut débattre. C'est-à-dire, si on a bien compris, vos livres, s'ils sont distribués à Tamarasset, n'ont pas le même prix qu'ici à Alger. Alors, ça c'est une autre question. Les livres nos livres sont distribués par des distributeurs. On essaye en tous les cas de respecter la chaîne classique, la chaîne simple. Éditeur, distributeur, libraire, lecteur. Et le gros problème en Algérie, c'est le secteur de la diffusion, qui est pas bien géré. Je dirais pas inexistant parce que c'est pas bien pour nos amis distributeurs qui essayent
quand même de faire du travail, mais c'est très très difficile. Donc un distributeur qui va aller à Tamanrasset, il va prendre sa camionnette, il va aller à Tamanrasset, ça lui coûte de l'essence, ça lui coûte de l'hébergement, ça lui coûte du temps, ça lui coûte tout ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que l'éditeur doit faire une session beaucoup plus importante pour le livre qui arrive à Tamanrasset, juste pour garder le même prix qu'à Alger, ce qui n'est pas possible. Il ne va pas dépenser de sa poche, autrement dit. Alors, on reviendra justement sur cette question du prix du livre à travers tout le territoire national, mais pour rester un peu dans cette loi, de ce premier bilan, comme vous êtes Hassan Ben Haman aujourd'hui pour représenter le Centre national du livre, vous venez d'écouter les propos de Mme Assia Baz, éditrice, et Karim Cher qui est éditeur. Alors, d'abord, on ne peut pas faire un premier bilan de cette loi, et on enregistre quand même quelques carences qui pourraient nous pousser à amender, voire même changer quelques articles. Ah, tout à fait, donc c'est les lois ne sont pas rigides. Et je reviendrai un peu plus tôt dans l'histoire. La loi qui est sortie en 2015, elle a déjà un antécédent à partir des assises de livres vers les années 2003. 2003, oui. Et depuis ce temps-là, donc à travers les associations d'éditeurs, donc il y a tout un travail qui a été fait, des propositions vis-à-vis du ministère de la Culture, afin d'essayer de réglementer et d'organiser un peu ce secteur-là, afin de définir les prérogatives et les fonctions de chaque maillon de cette chaîne qui est la chaîne de l'édition, telle qui a été, notre ami Karim nous en a parlé. Donc ça, c'était tout ce circuit à travers des années, parce que pour faire sortir une loi, c'est pas évident aussi. C'est tout un processus, il faudrait l'avis de plusieurs ministères en même temps. Mais en fin de compte, on a eu cette loi de 2015. Il est certes vrai qu'elle a été discutée au niveau de la PN par certains professionnels qui ont donné leur avis, mais leur avis a été quand même sur certains points de cette loi. Mais en fin de compte, on a eu cette loi-là qui n'a pas, à mon avis, vis-à-vis des textes d'application, parce qu'une bonne partie, je ne me rappelle pas le nombre, mais quand même assez consistant de textes qui attendent un texte d'application pour être applicable, quoi. Et donc, on n'a pas réfléchi en amont à la faisabilité du texte tel qu'il a été proposé. Ou on n'a pas pensé à la complexité d'arriver et d'aboutir avec un texte comme celui-là vers l'objectif initial de cette loi-là, qui était de promouvoir le livre en Algérie et d'en faire une industrie exportable en plus. Donc voilà, donc vous parliez par exemple du prix unique. Le prix unique, à savoir, c'est un concept qui existe dans certains pays en Europe. Donc c'est un concept qui a été importé. Certes, il est dans une conjoncture industrielle, de télécommunications, de possibilités de transport, etc., dans une infrastructure qui existe dans certains pays, mais qui n'existe pas dans d'autres. En Europe, par exemple, il y a des pays qui n'ont pas ce prix unique. En exemple, par exemple, la Belgique, qui est juste à côté de la France. Donc pour appliquer un tel texte en Algérie, il faudrait c'est-à-dire faire vivre le livre dans un contexte qui permet l'application de cette loi. Mais Hassan Ben Haman, permettez-moi de vous interrompre. Oui. Vous posez une question toujours dans le cadre de l'application de cette loi. Alors, le Centre national du livre en tant qu'organisme chargé de la promotion du livre, entre autres, est-ce qu'il n'a pas alerté le département du ministère de la Culture sur cette problématique des textes d'application qui empêchent l'application de la loi? À vrai dire, on est par ricochet le fonctionnement actuellement du Centre par rapport national au texte d'application, il y en a certains qui sont quand même qui ont apparu, qui ont vu le jour, tels que l'importation, par exemple les textes régissant l'importation du livre à travers voilà, l'importation du livre par exemple a été faite, et on est en train d'étudier d'autres textes. Les textes d'application en tant que CNL, nous on fait des propositions par rapport aux textes et on donne notre avis en tant que professionnel dans le domaine du livre, et aussi par un conseil d'orientation qui regroupe tous les ministères qui ont aussi leur point de vue en ce qui concerne l'application de ces textes-là. Alerté, en fait, quand on est en train de travailler en étroite collaboration avec le ministère afin d'aboutir à certains résultats. Par exemple, on a la loi de 2010
qui exonérait par exemple le papier. Donc il faudrait qu'il y ait des propositions. C'est une loi qui est de 2010, ça fait 8 ans, elle n'est pas applicable parce qu'on n'arrive pas à l'appliquer, on n'arrive pas à définir quel type de papier est exonéré, etc. Quels sont les mécanismes à adopter pour l'application de cette loi-là. Donc le CNL actuellement est en train d'étudier ces textes d'application et donner sa proposition ou disons son point de vue. Mais est-il que alerter, la loi elle est là, on est obligé de faire avec, amender une loi, c'est un autre processus qui est très très lent. Je dirais par exemple dans cette loi avec un texte qui n'a pas de texte d'application, c'est-à-dire que considérer l'éditeur qui est passé de prestataire de service, c'est-à-dire au code du registre de commerce 600 et quelques, il est passé vers un producteur, c'est-à-dire un changement de code et un changement de statut vis-à-vis de la loi, c'est-à-dire vis-à-vis des impôts. Mais est-ce qu'il y a un changement sur le terrain? Mais sur le terrain, l'éditeur a toujours le code 6, c'est-à-dire le code prestataire. Donc il y a quelque chose qui a, vis-à-vis des impôts, bien sûr, l'éditeur actuellement, pour ce qui concerne l'IBS, donc il y a une réduction d'IBS de 25 à 19, qui est déjà assez positif, je vais dire tout simplement positif, mais le texte, on ne peut pas amender tout simplement un texte comme celui-là, donc on est en train d'étudier d'abord les textes d'application et puis faire des propositions au ministère de la Culture et à travers le ministère de la Culture, le consensus entre les différents ministères. Parlons de la loi de finances, effectivement, il y a certains points où la loi de finances est obligatoire, elle doit intervenir, mais sur d'autres points, le ministère de la Culture pourrait tout simplement faire le nécessaire, ou juste une collaboration entre deux ministères. Pour parler tout à l'heure de l'éducation, il y a un texte d'application en ce qui concerne le ministère de l'Éducation, en ce qui concerne le livre parascolaire et le livre scolaire, et le texte n'est pas toujours pas apparu. Donc voilà, le ministère de la Culture est chargé de ce texte de loi, c'est-à-dire en fait, quand même les propositions de loi, c'est le ministère de la Culture qui doit les faire. Il se trouve qu'aujourd'hui, sur le terrain, ou sur les marchés, c'est le livre scolaire, si je ne me trompe pas, parascolaire, qui totalise les plus grandes ventes. Actuellement, il est là, mais il n'est pas réglementé. Le livre parascolaire sur la loi, il doit être réglementé. C'est-à-dire qu'il y a un label. Tout en étant pas réglementé, il totalise le maximum. Il y a le texte, il y a un texte, l'article, je crois qu'en ce qui concerne le livre scolaire lui-même, c'est-à-dire l'intervention du secteur privé dans l'élaboration du livre scolaire, qui existe dans la loi et qui normalement devrait avoir un texte d'application, mais le texte d'application, il n'y a pas les textes d'application, mais les éditeurs privés font le livre scolaire. Donc, avec quel cahier des charges? Ah, ça, je ne sais pas. Donc, il y a un cahier de charges qui a été élaboré par le ministère de la Culture, par le ministère de l'Éducation. En ce qui concerne le livre parascolaire, il est aussi très intéressant. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il existe cette loi, de réglementer ce secteur. Parce qu'en fin de compte, on se retrouve avec, au-delà de certains éditeurs qui ont pignon sur rue, qui font vraiment de la qualité en ce qui concerne le parascolaire, on trouve d'autre côté, on trouve quand même des choses à redire et à revoir. Ça, en ce qui concerne le livre parascolaire. Là, c'est juste comme exemple sur tous les articles existants dans ce texte. Il y a aussi toute une partie de ce texte-là qui parle du livre électronique. Bonjour, donc le livre électronique en Algérie, nous on a beaucoup de peine à travailler avec le livre sur papier. Donc, Hassan Ben Aman, alors pour le support numérique, on y reviendra tout à l'heure parce que c'est quand même très important par rapport à la réduction des coûts. Mais pour rester un peu dans l'esprit de ce texte, alors c'est une bonne chose de regarder l'éditeur d'une autre manière, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui apporte à l'économie ce qu'apporte un autre investisseur, c'est quelqu'un qui produit de la richesse. Mais on a comme l'impression que l'éditeur reste, comme le dit Hassan Ben Aman, tout simplement un prestataire de service. Oui, un prestataire de service. Bon, c'est un producteur parce que il y a de la création aussi, il y a le côté commercial qui existe, mais le livre aussi, c'est un produit culturel. Donc, si on veut aussi, on a une double tâche, le côté commercial et le côté culturel. Faire l'équilibre entre les deux, c'est un peu difficile. Oui, tout à fait. Il faut aussi qu'on garde. C'est vrai que comment? Je sais pas, donc allez-y, je vous paraphraser tout à l'heure. Je veux dire que, oui, je veux dire que nous, enfin moi c'est mon point de vue, on n'est pas dans une industrie du livre comme ça se passe dans les autres pays qui nous ont devancés, qu'on le veuille ou pas. Nous n'avons le réseau de distribution
Pour moi, il est complètement caduc. On n'arrive pas à mettre en place un réseau de distribution et parce qu'il n'y a pas de librairie en parallèle. Donc un réseau de distribution marche automatiquement avec des librairies. On peut avoir un réseau de distribution s'il n'y a pas de librairie, où vont partir ces ouvrages. Donc il faut qu'il y ait cette réflexion de façon à ce qu'on puisse avoir des librairies sur tout le territoire national. Et quand on dit tout le territoire national, c'est comme on disait jusqu'à Tamanrasset. Et quand on parle justement de la loi, l'article 28 dit l'État soutient le transport du livre au même prix unique aux régions éloignées. Donc, et les modalités de soutien du prix unique du livre sont fixées par voie réglementaire. Oui. On revient au texte d'application. Tout à fait, tout à fait. Donc, quand on compte, quand on va actuellement, on a combien de librairies sur tout le territoire national? Moi, j'en compterai peut-être maximum 30. Et je suis large. On parle de 40. Je parle de 30 librairies et 30, encore 40, 200 pour un pays de 2 500 000 km, Eh ben oui. pour 45 millions d'habitants, et on parle de 200 libraires. Excusez-moi, c'est quand parler aussi du chiffre de 1400 éditeurs, alors qu'on se retrouve au salon du livre avec uniquement, probablement, maximum comme éditeurs. Oui. Et on ne dépassera pas la centaine, 150 éditeurs qui ont la fonction d'éditeur. Et donc là, il y a vraiment... Un déséquilibre. Il y a un déséquilibre. Je dirais pas un déséquilibre, vraiment il y a un problème avec les chiffres. J'ajouterai tout à l'heure, parce que vous avez dit un très beau mot là, créateur de richesse. Économie, un acteur économique créateur de richesse. Vous savez, tous les pays, la richesse numéro 1, c'est le travail. Et le travail, c'est l'être humain. En fait, quand c'est le citoyen. Et nous, notre métier, en tant qu'éditeur, là, je vais passer côté éditeur et côté acteur dans le monde de la culture, en tout. C'est la création de ce citoyen-là. C'est la richesse de ce pays-là. Il ne s'agit pas d'argent uniquement. Parce que sinon, les choses ne seraient pas la même chose. En Algérie, on fermerait nos portes. Tout simplement, les éditeurs n'ont pas les moyens de continuer à survivre. J'ai dit à survivre, non pas à vivre, mais à survivre. Parce que si je vous donne des chiffres, ils seraient alarmants, les chiffres. Quand on parle d'édition à 500 exemplaires et à 1000 exemplaires, je reviendrai vers les 45 millions d'Algériens, on se pose vraiment une question. Quand on parle de 2 millions de visiteurs au Salon du Livre d'Alger et que la meilleure des ventes ne dépassera pas les 300 exemplaires ou 400 exemplaires, en moyenne, et en moyenne ça n'arrivera même pas, alors c'est 50 exemplaires au maximum. Donc vraiment il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il faudrait vraiment qu'il y ait un sondage, qu'il y ait des études de terrain, qu'on se pose les questions et qu'on voit les choses face à face. On ne va pas se leurrer en se disant tout va bien, il y a une industrie du livre. Ben non, il n'y a pas d'industrie du livre. Et même ce qu'il y avait, les mailles de la chaîne du livre qui existait pendant les années 90, ou à une époque même où il y avait l'État, où il y avait l'ENA, la SNED, etc., où il y avait certains librairies implantées parce qu'il y avait une politique de création de ces librairies, afin d'aider la culture. Il y avait une politique de culture qui allait dans ce sens-là. Et après un certain moment, donc maintenant nous sommes des acteurs politiques, économiques, nous sommes passés, entre autres, et on est passé dans l'économie de marché, donc on nous dit, allez-y sur le terrain. D'accord, mais en ce qui concerne la culture, c'est l'État qui est obligé, d'après même le dernier texte de la Constitution, l'article 38, tout Algérien a droit à la culture. D'accord, qu'est-ce que ça veut dire ça? Que l'État, elle est là pour garantir que chaque Algérien a le droit et a accès à la culture. Et comment il va avoir accès à cette culture si l'État ne s'occupe pas de créer l'environnement et de le nourrir et comment dirais-je, de le mettre là afin que nous, éditeurs, puissions quand même vivre dans cet espace et faire notre métier qui est l'édition, et c'est-à-dire le transport du savoir, et c'est-à-dire faire passer ce savoir vers le lecteur, vers le citoyen, et la création de cette richesse qui reste le travail et qui reste le citoyen en fin de compte. Je voulais revenir justement à la problématique des textes d'application. Parce que l'article sur la maison d'édition, l'éditeur, le métier de l'édition est un métier de production. Donc là, la définition qui a complètement changé par rapport justement à la considération du ministère des Finances, je dis le ministère des Finances parce que les services des impôts dépendent du ministère des Finances, parce que nous, on a affaire aux impôts. Oui, on est des entreprises commerciales aussi. Commerciales, pas aussi. Donc commercial et aussi... on nous voit comme commercial. Exactement. Donc on est considéré comme des sous-traitants. Des sous-traitants. Jusqu'à aujourd'hui, à PIC par exemple, on se bat depuis 2015 avec les impôts sur cette question justement. On n'est pas encore considéré comme des producteurs. On vous dit non. Alors que quand on va... S'il y avait les textes d'application qui sont réfléchis, définis, etc., les services des impôts, quand on va chez les services des impôts, on vous considère déjà dans
comportement. Donc pour résumer, pour comprendre, noir sur blanc, c'est-à-dire dans les textes, vous êtes quelque chose et en réalité, vous êtes... En réalité, on se retrouve quand on est sur le terrain, quand on a affaire aux services concernés, on se dit, finalement, on n'est pas considéré comme des producteurs. Alors que quand vous allez dans le site des services des impôts, vous allez sur la définition qu'est un producteur chez les impôts. Vous avez 3 définitions. Sur les 3 définitions, on peut nous-mêmes se définir comme producteur sans la loi. Sans la loi sur le livre, qui indique bien que le métier de l'édition est un métier de production, sans rentrer dans l'histoire de la loi. Mais on n'est pas considéré comme tel. Bon, c'est juste un exemple. Mais si, à partir du moment où la loi est là, et elle le dit, qu'est-ce qui fait que chez les services des impôts, ils ne le savent pas? Pour la simple raison que le texte d'application n'est pas encore défini. Alors, faut-il leur montrer les textes, là, justement Dans le dépôt de bilan, bon, c'est-à-dire dépôt de bilan, donc dans les chiffres, donc quand on se positionne en position de producteur, tout à fait, l'IBS, c'est quand vous pouvez faire votre société éditeur, donc vous avez votre code d'édition et vous mettez tout simplement les 19% si. Mais est-ce que vous concevez, monsieur Benhamen, est-ce que vous concevez un service d'impôt qui ignore les lois? Non, je ne le conçois pas. C'est-à-dire, il faut des fois, attendez. Il y a certains parfois des problèmes de communication. Et je vous ai parlé d'une petite anecdote. Alors, en ce qui concerne l'importation du livre, c'est régi. C'est bien, c'était des textes, etc. La direction des douanes, elle connaît, etc. Donc, dans le cas de la domiciliation bancaire, crédit, etc. C'est très très bien. Mais maintenant, allez exporter. Ils n'ont pas de texte pour exporter. Donc, on vous applique les lois concernant l'importation. Et on me demande un crédit non révocable. Mais ça n'existe pas. Moi, je vais exporter mon livre dans le cadre d'un salon. Il n'y a pas je n'ai pas d'altère de l'autre côté afin qu'il achète. Je vais exposer mon livre. Et donc, c'était tout un travail pour pouvoir leur expliquer qu'il s'agit d'une autre opération qui est l'export et non pas l'import. Mais ceci dit, ils sont réceptifs. C'est-à-dire, quand on leur explique, ça se fait. C'était le travail par exemple, des organisations syndicales qui concernent le livre. Donc, qui ont quand même abouti à faire généraliser certaines informations. Et par rapport, des fois, des lois, elles sortent et elles n'arrivent pas au bout parce que, aussi, il y a certains cas où ils ne sont pas confrontés au problème du livre lui-même. Nous sommes effectivement un acteur économique, mais on a certaines spécificités qui n'existent pas chez les autres acteurs. Vous exportez des dates, c'est un export et vous faites rapatrier l'argent. Vous exportez le livre, c'est impossible parce que le livre, son circuit, ce n'est pas le circuit d'un produit consommable dans un délai bien précis. Des fois, vous vendez votre livre, ça reste une année, vous ne l'avez pas encore vendu et vous le rapatriez. Mais au niveau de la Banque d'Algérie, je suis désolé, au bout de 3 mois, vous êtes obligé de rapatrier l'argent. Les délais maintenant ont changé. Les délais ont changé. 6 mois, c'est une année. C'est une année. Bon, ça, c'est les derniers. Ben, c'est très bien, au moins. On a au moins une année. Mais quand même, ça reste que on explique. Il y a une période quand même de transition où on peine un peu à essayer de trouver même un terrain d'entente. Et puis après ça, ça marche. Donc, si pour résumer, la situation ne favorise pas, je ne vais pas dire la loi, mais la situation actuelle ne favorise pas l'exportation du livre algérien. À vrai dire, comme parlaient mes collègues tout à l'heure, donc il y a déjà la vente du livre ou la distribution du livre en Algérie, le marché algérien lui-même, et les éditeurs trouvent des difficultés avec le marché algérien lui-même. Donc le prix unique, on n'en parle pas. La distribution, c'est normal qu'il n'y ait pas de distribution parce qu'il n'y a pas de point de vente. Maintenant, les points de vente, un libraire, même un libraire, c'est un registre de commerce et donc pour être un libraire, il faut avoir un espace dans un endroit qui est quand même commercial. Est-ce que maintenant, un endroit, vous connaissez Alger Centre, vous voyez à peu près, c'est les endroits les plus intéressants en ce qui concerne le commerce, mais c'est pas pour vendre du livre. Quand on y vend le livre, avec la situation globale de la situation du livre en Algérie, je suis désolé, mais je suis tout à fait d'accord avec le libraire qui va fermer sa librairie pour ouvrir à la place un restaurant ou quelque chose d'autre, parce que c'est plus rentable. Alors que la loi, justement, de 2015 a été, concernant en tous les cas la librairie... Très bien. C'est vraiment un travail extraordinaire parce que la librairie ne peut pas vivre toute seule, ne peut pas vivre seulement avec le lecteur aussi. Quand on prend une librairie à Steve, par exemple, il y a des universités à Steve.
Il y a des bibliothèques à Stef. Le premier consommateur de livres dans le monde, c'est la bibliothèque. Avant que ça soit la librairie. La librairie, c'est un, j'allais dire un luxe. Non, la librairie, c'est d'abord l'acte lui-même d'aller vers la librairie, c'est un travail. D'acquérir le support écrit. C'est déjà un travail, c'est déjà un travail sur soi. Le fait d'aller vers la librairie pour acheter un livre, ça veut dire qu'on a fréquenté de la bibliothèque, ça veut dire qu'on a déjà un travail qui est déjà fait derrière nous, qui a été fait au niveau de la famille, qui a été fait au niveau de l'école, qui a été fait au niveau de l'environnement. Le livre, c'est un environnement, c'est pas seulement la librairie. Donc, le premier consommateur de livres dans le monde entier, ça c'est, je n'apprends rien à personne, c'est d'abord la bibliothèque. C'est d'abord la bibliothèque de la maison, c'est la bibliothèque municipale, c'est la bibliothèque de l'école, c'est la bibliothèque communale, c'est la bibliothèque de l'université, etc., etc. Dans cette loi, je prends l'exemple de Stef, par exemple. L'université de Stef devrait passer par la librairie pour acquérir des livres. Et non pas acquérir des livres chez un importateur ou chez l'éditeur direct. Donc, attendez, ça fait vivre une librairie quand même. La bibliothèque communale, ou la maison de la culture, ou la direction de la culture, ou Dar Shabab, le ministère de la Jeunesse et des Sports, pour acquérir des livres, doit passer, c'est la loi, doit passer par la librairie de la wilaya d'abord. Alors qu'ils ne le font pas. Bien sûr qu'ils ne le font pas, parce qu'il n'y a pas les textes. Dans ces conditions, parlons de l'université par exemple. Donc il doit y avoir des textes d'application entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur. Ok, le doyen de l'université de Stef reçoit une circulaire ou je ne sais pas quoi, disant qu'à partir de ce moment-là, vous allez acquérir vos commandes pour l'université chez la librairie qu'il y a à Stef. S'il n'y a pas de librairie à Stef, il ne faut pas aller à Alger ni ailleurs. Il faut aller à Constantine, il faut aller à Mbouaré, il faut aller dans les wilayas limitrophes. C'est ce qui permet à la librairie et c'est ce qui permet aux gens d'investir dans la librairie. Parce qu'on sait qu'on peut se nourrir bien, on peut vivre avec la librairie et on peut... La distribution en dehors du côté culturel, je reste dans le côté économique, uniquement. Je ne parle pas du côté intellectuel, culturel, etc., etc. Parce que ça, c'est un autre débat. Mais Karim Chir, comment font aujourd'hui avec toutes ces conditions, disons, très très difficiles pour la survie d'une maison d'édition, comment font les maisons d'édition pour résister à toutes ces contraintes? C'est très difficile. Je vais dire de la gymnastique, si je peux permettre. C'est très très difficile pour on dit contourner des lois, vous voulez dire? Non, on ne contourne pas des lois. D'abord, les lois qui sont là, on fait avec, mais comme il n'y a pas les textes d'application, eh ben, on fait toujours avec. En ce qui concerne la librairie, quand on parle de librairie, qu'est-ce que c'est qu'une librairie? D'après la loi, elle est définie dans un certain espace, 100 mètres carrés. Il faudrait avoir un label décerné par... Alors, qui donne ce label-là? Quel est le cas de charge? C'est le ministère de la Culture qui donne ce label. Alors, c'est toujours c'est quoi la librairie? pas appliqué. C'est quoi la librairie? Quand on rentre dans une librairie, c'est 40% de production nationale d'abord, ensuite l'importation. On peut y arriver. La production nationale ne peut pas, je veux dire, absorber toute la demande du lecteur en général, qu'il soit universitaire ou écolier, etc. C'est clair. L'importateur est important aussi. Il faut pas. C'est pas une loi qui. Parce que il y a eu un débat là-dessus. Comme quoi, c'est une loi contre l'importation. Non, c'est une loi protectrice. Il faut être protecteur. Parce que là, aujourd'hui, on est bouffé. J'utilise le terme. Bouffé. Par le secteur, pas informel, mais l'importation qui n'est pas réglementée. Et la loi est là pour la réglementer. Pour le contenu d'une librairie. C'est quoi une librairie labellisée par le ministère de la Culture? Voilà. C'est d'abord 40% de production nationale. 40% de production nationale, c'est énorme. Ça veut dire que mes livres, tes livres, ces livres, etc., seront dans la librairie et feront vivre la librairie. C'est ça la problématique. L'acquisition. C'est ça la problématique. On parle beaucoup de subventions, le ministère de la Culture, il a arrêté les subventions, etc. Mais attendez, c'est pas ça qui fait vivre l'édition.
C'est pas ça qui fait vivre l'édition, Tout à fait, c'est pas pas- uniquement la subvention. Mais je dirais Quand on, a autre des chose aussi. quand on a des mécanismes qui fonctionnent, je donne l'exemple de l'école par exemple, qui acquiert des livres dans la librairie de sa commune, s'il y a une librairie dans sa commune, qui n'existe pas aujourd'hui, mais grâce à cette loi pourrait exister. Je prends la commune de Benaknoun, je vis à Benaknoun. Vous avez des universités autour, vous avez des lycées, vous avez des CEM, Combien de vous avez libraires des écoles. Combien de consommateurs de livres vous avez dans une seule commune? Il n'y a pas une librairie dans cette commune. Ouais. C'est normal? Et là, il n'y en a pas. C'est pas normal. Je dirais. Alors que si la loi était appliquée, n'importe quel petit intelligent, il va se dire, tiens, la loi est appliquée, applicable, ben, je vais ouvrir une librairie. Parce que toutes les écoles, tous les lycées, toutes les universités qui entourent la commune de Benaknoun, Donc, à quoi bon ouvrir une librairie si le commerce ne marche pas? Oui, mais Cependant, moi, je voudrais rebondir quand il dit que c'est pas l'aide qui fait vivre l'édition. L'aide a fait vivre l'édition. Ça, c'est une Mais bien réalité sûr. qu'on ne c'est une peut pas approche. nier. Mais bien sûr. C'est une approche. Oui. C'est un angle de Mais, vision. mais c'est qu'on ne peut pas rester sur l'aide à l'édition et s'arrêter sur ça. Non. Il faut qu'on arrive à développer l'édition comme ça se fait partout dans le monde, hein. C'est ce qui est clair, mais l'aberration, la plus grande aberration qu'on peut trouver, c'est qu'on a 1000 exemplaires en tir. Je pense que c'est valable pour tout le monde. Tout à fait, ouais. Moi, au minimum, c'est 1000 exemplaires qu'on n'arrive pas à écouler. Tout à fait. Et s'il n'y avait pas l'aide à l'édition, à un moment donné, il y a eu l'aide et ça a créé beaucoup de maisons d'édition très florissantes, Donc, vous pouvez parler d'aide dont sans beaucoup cahier de charge. n'existent plus actuellement. Sans cahier de charge. Il faut pas se leurrer, il faut dire les choses telles qu'elles se présentent, hein. L'aide à l'édition, ça a créé d'autres maisons d'édition. Maintenant que c'est vrai que le budget est moindre, il est beaucoup moindre. Ceux qui sont là, ce sont ceux qui sont dans l'amour du livre avant tout, parce que ce qui nous fait avancer passion du c'est cette support passion, écrit, oui, hein. qu'on le veuille. Je veux dire que chacun de nous, oui, moi, on va dire que chacun de nous, si on arrive encore à avancer, c'est parce qu'il y a cette passion du livre et qu'on y croit. On est très positif, on veut aller de l'avant. Et il y a des solutions, il faut apporter des solutions aussi. Ce qu'il y a lieu de dire, c'est que l'aide à l'édition, peut-être qu'il faudrait aussi qu'on revoie de quelle manière elle doit être distribuée, cette aide à l'édition. Tout à fait, ouais. De quelle manière aussi on peut l'injecter dans le réseau de distribution. Pourquoi pas? De quelle manière arriver à créer ces librairies? La loi existe, les textes d'application, on les attend aussi, mais si dans chaque wilaya, c'est pas normal, hein, 40 librairies sur tout le territoire national. c'est pas normal. C'est bien pas sûr, normal. Je vais rebondir sur. Donc, en tant que CNL, je vais parler en tant que CNL. Oui, oui. Donc, toute cette problématique, elle est étudiée afin de plus donner un coup de. Comment dirais-je? Une opportunité, une proposition afin qu'elle soit applicable au niveau du ministère. Parce que ce n'est pas le CNL qui applique les lois, elles viennent à fait, d'ailleurs. oui. Je rebondirai sur ce que vient de dire Karim. Quand vous parliez des institutions, des universités, etc., vous parlez d'un marché institutionnel. C'est-à-dire, il y a de l'argent, il y a des bibliothèques, il faut les acheter. Moi, je dis, on ira encore plus loin. J'ai posé la question en Europe, par exemple. Et le marché institutionnel en Europe ne représente que 5, au maximum 10% du marché du livre. Donc, en fin de compte, c'est une toute petite part. Parce que le vrai marché du livre, c'est le lecteur. Et tu te rappelles, donc, pendant les années 2000, nous, on ne demandait pas une aide directe aux éditeurs, on demandait une aide à la création du lecteur. Et c'est pour ça qu'on voulait intervenir avec le ministère de l'Éducation nationale afin que la séance de lecture devienne obligatoire, afin qu'il y ait des consommateurs de savoir. Et quand on dit consommateurs de savoir, c'est-à-dire d'un côté étant éditeur, bien sûr qu'on aura notre marché, mais d'un autre côté, c'est notre mission d'être des acteurs dans le monde du savoir afin de créer. Si on appliquait la loi, c'est une question que je vous pose Oui. les trois, si on appliquait la loi avec toutes les textes d'application qui suivent, les avantages qu'on donne à la promotion du livre, on passera de combien de tirages, enfin aujourd'hui on est à un tirage, disons X, on augmentera de combien par On exemple? peut dire 1000.
Ben moi, je ne pense pas qu'on augmentera du tout. En règle générale. Personnellement, je vais donner mon avis d'éditeur, c'est-à-dire la loi, elle est là pour réglementer, mais en fin de compte, le marché du livre, ce n'est pas une approche à travers ces textes-là. Si vous obligez, c'est une approche systémique, c'est entre si vous tout un environnement. Les institutions à acheter les livres. Donc on parlerait des 10%, c'est-à-dire on reviendrait vers les subventions directes, vers les éditeurs, et on se retrouverait avec des éditeurs qui ne sont là que pour la subvention. C'est-à-dire, là je parle avec des éditeurs qui existent avant qu'il y ait 2007, c'est-à-dire avant qu'il y ait de l'aide directe de l'État pour l'acquisition d'ouvrages. C'est des éditeurs qui vivaient et qui sont là depuis des 30 ans. Personnellement, je suis là depuis 30 ans. Donc on vivait bien dans ce pays-là, et on arrivait quand même à travailler. Et il y avait aussi les différents mailles de cette chaîne existaient, les distributeurs existaient. Mais est-ce que le maillon fort, on va l'appeler comme ça, le maillon fort, celui du lecteur, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lectorat assez important pour faire tourner, wheeler cette machine de production? Justement, c'est le lectorat qui a énormément diminué. Et là, je vous parle, je ne sais pas s'il y a d'autres exemples, mais effectivement, le lectorat a énormément... Est-ce qu'on a des chiffres par rapport à ça? C'est simple, moi je vous donnais un chiffre personnel, c'est-à-dire qu'on faisait la moyenne de production entre 2000 jusqu'à 3000 exemplaires les années 90, et on se retrouve en 2018 à produire entre 1000 et jusqu'à 500 exemplaires, et je connais même des éditeurs qui font du tirage numérique, c'est-à-dire à 50, 20 exemplaires. Parce que ces 20 exemplaires vont partir vers des commandes institutionnelles et parce qu'il n'y a pas de lecteur de l'autre côté. J'ajouterai autre chose, les campus universitaires. Il n'y a pas de librairie dans les campus universitaires. Et plus encore, les étudiants n'achètent pas de livres. Ils font du PDF ou tout simplement ils font la photocopie de certains. Mais quand on dit il n'y a pas de lecteur, est-ce qu'il y a un sondage enfin, je parle aussi du Centre national du livre, est-ce qu'il dispose d'un sondage? Avec 45 millions d'Algériens, disons qu'il y a au moins 20 millions qui ont plus de 20 ans et qu'on n'arrive pas à vendre 1000 exemplaires et qu'il y a un lecteur? Oui, mais la question, la réponse, mais si je ne peux pas acquérir le livre parce qu'il est cher, ça ne veut pas dire que je ne lis pas. Il ne s'agit pas de lire, le livre n'est pas cher, croyez-moi. Ça veut dire quoi? Le dernier des étudiants... Ça veut dire quoi un livre est cher? Quand vous êtes étudiant, vous n'avez pas de revenus, vous rentrez dans une librairie, vous trouvez... D'où le rôle des bibliothèques. C'est le rôle de la bibliothèque, c'est ça? D'où le rôle de la bibliothèque, justement. Ben oui, il y a 36 manières Non, je parle de lectorat d'abord. Lectorat, alors le dernier des étudiants dépenserait par semaine le prix de 3 à 4 livres en pizza et en cigarettes et autre chose. Excusez-moi d'être direct, mais le dernier, il passe à prendre son sandwich à 200 dinars ou 400 dinars, mais il n'achètera pas un livre à 300 dinars et considérera comme étant c'est quelque chose. C'est un luxe. Avoir un livre, c'est un luxe. Lire un livre, c'est devenu un luxe. Ce n'est pas une nécessité. Si vous dites un luxe, ça veut dire qu'il est cher. C'est pas dans le sens que c'est qu'un maliette, c'est-à-dire quelque chose de plus. C'est pas un produit essentiel de lire un livre. Un Algérien qui a de la culture générale ou un Algérien qui a du savoir, à quoi ça lui sert? Excusez-moi, moi je vais prendre un exemple carrément de la société algérienne. Je vais aller dans ce sens-là. Il y a un constat à faire. Moi, je pourrais dire que par rapport à la lecture, par rapport à nos jeunes qui arrivent, la jeunesse qui arrive, moi, je pourrais prendre mon exemple, par exemple. J'ai appris à lire dans une école, avec une bibliothèque en classe. Donc, quand il y avait la lecture obligatoire, on prenait le livre, on le lisait, et ainsi de suite, c'est devenu une passion. Et cette lecture obligatoire, elle doit être réinstaurée de façon à ce que l'enfant, même si au début, il va avoir de la réticence, il ne va pas vouloir le prendre, et ainsi de suite, mais cette lecture obligatoire va lui susciter justement la curiosité du livre, après la passion de la lecture, et ensuite ça devient une drogue pour lui. Ouais. Mais ça, la lecture obligatoire, il y a eu une coupure à un moment donné, je ne peux pas la définir à quel moment. Il y a une coupure, il n'y a plus cette lecture obligatoire dans les écoles. Comment? Fin 80. Fin 80. Un peu plus, je crois. Un peu plus, non, un peu certains plus. endroits continuent, mais en global. Quoi. Et donc, cette coupure, justement, a fait que maintenant, nous sommes face à des adolescents et des universitaires qui ne lisent pas. Des profs qui ne lisent pas, pire. Oui. Oui, on peut donner des exemples là pour être... Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je disais tout à l'heure que le livre, c'est un environnement. Oui, tout à fait. La lecture, c'est un environnement. Et l'environnement... Évidemment, il commence avec la famille, c'est clair. On est dans une famille, donc on est dans une ambiance.
Est-ce qu'on a les parents qui lisent? Est-ce qu'on a, des fois même pas les parents, des fois c'est les oncles, des fois c'est les voisins, etc., etc. Donc c'est d'abord un environnement. On va à l'école, on sort, on rentre dans un autre premier environnement, dans lequel, si la maîtresse ou le maître vous oblige à lire, si le livre est un sujet de discussion. C'est ça. Aujourd'hui, on parle de portable, mais on ne parle pas de livre. Et justement, Oui, justement, ce portable dont vous parlez, c'est un support numérique qui peut supporter un livre à travers ce qu'on appelle le livre électronique. Oui, on revient au livre numérique. Est-ce que dans le conscient de l'Algérien, il va acquérir une tablette juste pour lire un livre? Je ne sais pas. Je l'espère, mais je ne sais pas. Je reviens à l'environnement, je reviens à la formation humaine, à l'Algérien. Et c'est pour ça que l'État a une partie. Responsabilité. L'État est aussi responsable de ça. Quand je dis l'État, c'est pas le gouvernement, l'État, c'est le fonctionnement de l'État. Donc c'est le système éducatif, c'est le système universitaire, c'est la culture en général, comment qu'elle est considérée. Souvent, on considère la culture comme un secteur budgétivore. Oui, tout à fait. Non productif. Alors que si on parle du côté uniquement économique, dans le monde de l'édition, c'est des milliers et des milliers de familles qui vivent grâce à ce secteur. Donc, arrêtons de dire que la culture, ce n'est que de la consommation des budgets. Alors qu'elle peut être productrice. C'est le premier producteur, en fait. Que ce soit dans le secteur économique ou dans le secteur intellectuel et culturel. Donc, c'est un tout. Et sans le livre, on ne peut pas faire de culture. C'est impossible. Moi, je vous le dis. C'est impossible de faire de la culture sans le livre. Parce que si on veut toucher aux arts, il faut lire. Si on veut faire du théâtre, il faut lire. Si on veut faire du cinéma, il faut lire. N'importe quel domaine culturel, et la culture fait partie de la société. C'est ça le problème. Aujourd'hui, le livre ne fait pas partie des débats de la société. Le débat de la société, le portable d'Akla, Matlash, Tonobil, etc. C'est pas la priorité des Algériens. Il y a des Algériens qui disent, je ne dis pas que le lectorat n'existe pas en Algérie. Des fois même, le livre n'arrive pas à ce lectorat. Oui. Il y a plus de lecteurs peut-être dans les douars et les villages lointains, etc., alors, Karim Chir, que dans la ville. Paradoxalement, le salon national ou international du livre. On n'a qu'à voir le monde qui vient de l'intérieur du pays. Oui. Alors, il y a quand même, il totalise. Ça veut dire qu'il y a une demande. Il y a une demande, oui. Donc, s'il y a une demande, comment se fait-il qu'il n'y a pas de lectorat? C'est un peu paradoxal, cette situation. C'est ce que je viens de dire. C'est une approche systémique. C'est-à-dire c'est tout un système à voir en même temps. C'est-à-dire c'est pas qu'il n'y a pas vraiment le lectorat. Il devrait y avoir un lectorat quelque part. Donc, mais est-ce que c'est le lectorat par rapport aux 45 millions d'Algériens, par rapport à ce que l'Algérie veut être? Est-ce que le chiffre il est correct? Par rapport à notre industrie de l'édition, les chiffres ils sont vraiment alarmants. Le livre n'est plus une priorité chez l'Algérien. Tout à l'heure, vous parlez de tous les secteurs de la culture. Le livre, c'est le pilier de cette industrie de culture. Et moi, je dirais plus loin, et je poserais la question à n'importe quel citoyen du monde, en disant, si vous deviez définir n'importe quel citoyen du monde, venez de n'importe quel pays, avec quoi vous allez le définir? Avec son PIB? Non, c'est avec sa culture d'abord. Si je vous parle d'un Américain, un Japonais, un Chinois, qui sont actuellement nos invités au Salon du Livre, la première chose qui vous paraîtra, c'est la culture chinoise, c'est une vision, c'est une carte visite. D'abord, c'est la culture. Et tout ce que... On peut aller à travers l'histoire de la création des États et les États développés. Ils ont déjà commencé par le secteur de la culture pour être le pilier de toute l'industrie qui va venir après. Parce que c'est l'éducation, c'est le civisme, c'est la création du citoyen qui va plus tard accompagner l'économie. En fin de compte, la culture, c'est le premier secteur productif. C'est pas une production directe, c'est certes indirecte, mais elle est là. Alors, une question qui s'impose, justement toujours à propos de cette alternative qui est le livre numérique. Est-ce que les maisons d'édition aujourd'hui vont vers la production de ce livre numérique, ne serait-ce que pour limiter les coûts de la production et inciter cette nouvelle génération portée sur les supports numériques à approcher le livre à sa base? Nous sommes sur une réflexion sur une plateforme numérique justement pour la commercialisation du livre numérique.
C'est assez compliqué aussi parce que c'est ce qu'on disait, c'est une synergie entre une synergie commerciale interministérielle parce qu'il faut mettre aussi toujours les textes d'application, on revient à ça, mais il faut le paiement électronique, il faut aller sur... on revient le livre numérique, l'accès, le code, et ainsi de suite. Donc ça, on peut le faire. C'est pas, il s'agit de mettre en place le tout. Mais après, comme on disait, le paiement numérique, l'accès à la plateforme. Donc c'est toute une infrastructure à mettre en place. Mais pourquoi ne pas le vendre? Les droits d'auteur aussi. Pourquoi ne pas le vendre? C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une plateforme qui existe d'abord à Algérie Télécom, si je me rappelle bien, mais ailleurs on le vend sous sa forme numérique. Parce qu'il y a les moyens de paiement électronique actuellement, qui sont les Algériens qui payent actuellement leurs achats avec leur carte de crédit. Qui utilisent, c'est tout récent, ça ne dépasse pas une année ou même pas. C'est-à-dire les Algériens continuent. Non, mais qu'est-ce qui empêche une maison d'édition de produire le livre sous un format de CD-ROM qui se vend dans une librairie et qui coûte moins cher? Il y a des maisons d'édition qui le font, mais pas en CD-ROM. Je crois que il n'y en a pas beaucoup, mais je prends l'exemple d'un éditeur qui est installé à Stef, je crois. Oui, mais c'est de l'importation sous forme de CD qui sont vendus en Algérie. Si c'est de l'importation, donc s'ils le font ailleurs, c'est parce que c'est rentable. C'est rentable, il y a des plateformes. Et ailleurs, il y a on parlait tout à l'heure de système. Le paiement, vous partez juste chez nos voisins en Tunisie, vous n'utiliserez probablement pas votre argent parce que si vous travaillez avec un chèque et des cartes de crédit. Mais en Algérie, on continue à travailler avec l'espèce. Et maintenant, c'est juste un accès. Non, c'est pas parce que, excusez-moi, c'est pas parce qu'il est numérique qu'on doit pas. Rajouter. Le numérique aux États-Unis, qui est le pays le plus avancé en ce qui concerne le numérique, ainsi que le Japon, ils n'ont pas encore dépassé 20% du chiffre d'affaires en ce qui concerne l'édition. Le dernier livre du président des États-Unis, quand il est sorti en forme papier, avant d'être encore piraté, sorti en forme PDF et vendu sous forme numérique. Le livre sur support papier reste 80% dans les pays les plus avancés, c'est-à-dire en Allemagne, ils ne sont même pas arrivés à 14%. En France, je crois qu'ils sont à 12 ou 10% du chiffre. Et puis, le livre numérique exige aussi les Kindle, les lecteurs, etc. Vous parlez de téléphone, c'est pas évident, mais en fin de compte, il y a des outils pour pouvoir le lire électronique. Et même ces outils-là coûtent cher. Un smartphone, vous lisez carrément un livre sur un smartphone? Vous avez une bonne vue alors. Mais c'est pas la même approche par rapport à un livre. 5 pouces, je dirais que c'est possible. Hein. Oui, mais c'est tout à fait possible. On n'a pas dit non. Mais maintenant, qu'est-ce que ça représente dans la part de marché? Moi, je parle surtout si on a une approche économique. On a une approche économique. Et ben, on a le dernier IPA, l'International Publisher Association, le Congrès international des éditeurs. On a accès, c'est-à-dire ils ont accès tous leurs travaux sur exactement le livre numérique. Des bibliothèques. On avait commencé déjà par la fameuse histoire de Google pour le piratage ou la mise en ligne de livres sans qu'il y ait des droits d'auteur. Donc on a commencé par le volet juridique afin de protéger aussi la protection des droits. En Algérie, je vous dirais que peut-être 80%, 90% des contrats qui sont faits avec les éditeurs, il n'y a pas le volet, la forme numérique du livre. On vient qui absence carrément de cadre légal. Il n'y a pas de cadre légal. Bon, il y a des lois, il y a des textes qui sont applicables par le monde, parce qu'en fin de compte, quand on passe sur l'Internet, on est à travers... actuellement, normalement, on aura une rencontre avec les droits d'auteur, avec l'ANDA, pendant le salon du livre, afin de parler aussi de la conjoncture actuelle. Comment l'éditeur algérien pourrait protéger ses ouvrages s'ils sont sur le net? Tout à fait. Comment contrecarrer ou combattre le fléau du piratage sur le net, ou le piratage carrément papier qui se trouve aussi quelque part sur le terrain. C'est une rencontre officielle c'est une rencontre débat, parce qu'en tant que CNL, je dis toujours, donc il y a cet accès, cette relation entre éditeurs et entre CNL et les acteurs, tous les acteurs du domaine du livre. Et donc c'est une plateforme où on peut discuter et sortir avec une vision des professionnels. Et en tant qu'éditeur actuellement que je me trouve du CNL, donc je suis à peu près, je suis passé de l'autre côté de la barre, si je peux me permettre, de l'autre côté, mais en fait, quand nous apportons notre expérience dans le domaine des organisations, et puis on est sur le terrain, donc on connaît exactement les problèmes, la problématique du livre en Algérie. On arrive quand même à donner une autre vision qui pourrait aboutir à des textes applicables et avoir une vision
à l'application des textes, non pas à arriver avec des textes prix uniques. Oui, d'accord, c'est très beau, ça existe en France, ça n'existe pas en Belgique, on va le faire en Algérie, d'accord, c'est très très bien, mais pourquoi faire? Comment le faire s'il n'y a pas l'environnement qui puisse... Les textes d'application. Hassan Benhaman, je rappelle que vous êtes aujourd'hui, vous représentez le Centre national du livre, vous êtes également éditeur d'édition Dar al-Umma. Merci d'avoir participé à ce débat, pour tous ces éclairages. Merci à vous également, M. Karim Chir, des éditions APIC. C'est déjà fini. À participer donc à ce débat. Et merci à vous également, Madame Asia Baz, donc éditrice. Vous êtes directrice des éditions ANEP. Merci donc en dépit ou malgré votre emploi du temps qui est très chargé en raison de l'inauguration aujourd'hui du 24e Salon du Livre. Madame, Monsieur, merci également à vous de nous avoir suivis. En espérant vous retrouver la semaine prochaine, vous pouvez nous laisser vos commentaires sur notre page Facebook, Questions d'actu. Sinon, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.